J'ai lu tous ces livres au mois d'août, donc écoutez, c'est parti pour vous faire mon bilan et vous dire ce que j'en ai pensé. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, ça a été Le Loup et le Serpent de Rebecca Robinson. Il me semble que ça va être une duologie et on est sur de la romantaisie pour adultes et ça m'a beaucoup fait penser au Pont des Tempêtes, limite le Pont des Tempêtes mais en mieux. Je l'ai noté 3,75 parce que selon moi, il y a certains moments où il y aurait pu avoir un peu plus de développement, mais au niveau du résumé, on va suivre Vaasa qui a toujours été élevée comme une arme redoutable par son père, sauf qu'un jour sa mère va mourir et elle a été victime d'une terrible magie noire et quand elle va mourir, c'est Vaasa qui va se retrouver contaminé. Et son frère Dominique, qui est devenu le nouvel empereur, veut envoyer sa sœur chez Raid de Miré, un chef de guerre à la réputation terrifiante, pour la marier de force. Et lui, il est sûr qu'en envoyant sa sœur là-bas, elle va se faire tuer. Et en fait, il veut se servir de ce prétexte de elle est morte pour pouvoir envahir les terres de Raid. Et forcément, ça va pas se passer comme ça parce que Raid et Vaasa vont passer un marché ensemble qui va tous les deux leur servir dans leurs intérêts communs. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'intrigue politique est plutôt importante et on va pas la perdre au dépit de la romance. La romance est importante aussi parce qu'on est sur une saga de romantaisie du coup, mais l'intrigue politique a quand même son importance et elle va plutôt bien être creusée. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le world building il est super intéressant et qu'on apprend vraiment plein de choses. Donc ouais, franchement, j'ai vraiment hâte de la suite parce que là, il m'a manqué un petit peu de développement sur certains points, mais je pense que ça peut être facilement rattrapable dans le second tome. Ensuite, j'ai lu The Fallen Empire 3. Ici, c'est la suite et fin de la trilogie, du coup. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que dans chaque tome, on va suivre des couples et des personnages différents, même si on peut retrouver les personnages des tomes précédents. En fait, on va avoir un fil rouge au niveau de l'intrigue et de la politique, mais c'est les couples qui vont changer. Et je pense que celui-ci est mon tome préféré. Vraiment, je l'ai trop aimé. Du coup, on est sur une saga de fantasy slash romantaisie pour adultes aussi, parce qu'il y a des petites flammes derrière. Il y a un peu de spicy. En vrai, c'est pas tant que ça, mais il y en a quand même un petit peu. Et je l'ai noté 4 sur 5. Vraiment, c'est mon préféré des 3 tomes. Et ici, du coup, on va suivre Sura et Garek. Et en fait, Sura, elle est en fuite depuis plus longtemps qu'elle peut ne s'en souvenir. Elle a la capacité de voir et de parler aux fantômes. Et elle a entendu le rappel désespéré alors qu'un terrible prédateur traque les morts dans les champs de bataille. Euh, mais à côté de ça, Garek veut se venger d'elle parce qu'elle était la nounou de sa fille, mais un jour elle a décidé de s'enfuir et Garek veut se venger. Et c'est la première fois que je voyais la trope Nani X Daddy dans une saga de fantasy et franchement j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est pour ça que j'ai autant aimé. Le fait qu'il y ait un enfant dans l'histoire, ça m'a trop touchée et je sais pas, j'ai beaucoup aimé leur romance. J'ai trouvé qu'elle était plutôt slow, ce qui n'était pas forcément le cas sur les deux autres tomes. Je trouvais que les romances étaient peut-être un peu plus rapides. Là franchement, j'ai bien aimé leur dynamique et j'ai bien aimé l'intrigue et je trouve que ça a super bien conclu cette saga. Et ensuite, j'ai également terminé la saga Une braise sous la cendre avec le dernier tome, Un ciel après la tempête. Je l'ai noté 3,5 sur 5. On est du coup sur une saga de dystopie, fantasy, qui va aborder beaucoup de sujets comme l'esclavage, la guerre. Bref, dans l'ensemble, c'était une plutôt bonne saga. Je pense que c'est quand même un indispensable, surtout pour du young adulte. Mais moi, je suis assez mitigée. Le premier tome, j'avais trouvé ça cool, mais sans plus. Le second, j'avais été très déçue. Le troisième, par contre, j'avais adoré. Et ce quatrième tome, j'avoue que je suis un petit peu déçue aussi, pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu trop long. Certains moments auraient pu être écourtés. Et j'ai eu aussi beaucoup de mal avec les protagonistes principaux, Elias et Leia, que ça soit dans leur intrigue personnelle ou alors ensemble dans leur romance. Je trouvais que ça perdait en intensité. Donc, j'arrivais plus à. Je sais pas, j'étais plus impliquée dans leur histoire. Et Elias, particulièrement, je trouvais il joue beaucoup le martyr dans ce quatrième tome. Et ça en est un. Clairement, Elias, il souffre trop. Mais j'aurais aimé que ça soit un peu plus nuancé. Par contre, un personnage que j'aime toujours autant et qui selon moi a le meilleur développement de toute la saga, c'est Hélène. Vraiment, je l'ai adorée dans ce tome aussi. Elle a vraiment trop souffert et j'ai beaucoup aimé son développement. Pour moi, elle a le meilleur de la saga. Vraiment, je pèse mes mots. J'ai beaucoup aimé la voir prendre en confiance et surtout se montrer un peu plus vulnérable parce que Hélène à la fin du tome 4, c'est plus la même Hélène qu'on découvre au premier tome et ça j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, dans l'ensemble, je suis un petit peu déçue. J'ai reçu le prochain livre de l'autrice, donc de sa bataillère, qui est R. Je vous mettrai une photo si j'y pense. Et en gros, j'avais pas capté tout de suite, mais c'est dans le même univers, parce qu'on va suivre du coup le neveu de Hélène. Voilà, donc pour l'instant, je suis pas motivée à le lire tout de suite, parce que je l'ai fini début août, et j'ai la flemme de me remettre tout de suite dans l'univers. J'ai peur que ça soit trop redondant, donc voilà, un petit peu déçu pour cette saga. Après, je pense que ça reste quand même un must-have, surtout dans le young adulte. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été apportés avec beaucoup de justesse. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, même au niveau du méchant et tout. Enfin, le message passé derrière, je l'ai trouvé très très beau. Peut-être une saga qui est un peu trop longue à mon goût.
Ensuite, j'ai lu, je pense, une de mes meilleures lectures du mois qui est L'ours et la renarde. Alors, je l'ai lu en deux tomes distincts parce que je l'ai lu du coup en numérique, sauf qu'elle a un collector qui regroupe le tout. Et du coup, c'est celui-ci, il est juste incroyable. Donc, c'est L'ours et la renarde de Ronsdor. Ici, on est sur une saga de. Bah, une saga. Un livre de fantasy, dystopie, on va parler d'esclavage aussi, et décidément c'est le thème de la semaine, et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai noté 4,75 sur 5. En fait, le premier, je l'ai noté 4,75 et le second, je l'ai noté 4,5. Donc, on va dire que c'est un 4,5. Mais ouais, j'ai adoré. En gros, au niveau du résumé, on va suivre Auroch, qui est un ours. Et les ours sont vendus comme des esclaves aux renardes. Les renardes, elles vivent dans une maison. Donc la maison, c'est un grand édifice dont personne ne peut s'échapper. Et en fait, Auroch, pour sauver son frère, ça commence comme ça, il va vouloir se présenter à la maison. Et il va être adopté par une famille dont la petite fille est une petite renarde boiteuse, Picta. Et en fait, leur histoire va tout faire basculer. Et quand je vous dis que ce livre m'a transportée, j'ai l'impression que quand j'ai fini le deuxième tome, je n'étais plus la même personne. Vraiment, je suis passée par toutes les émotions, par le rire, les larmes, par la joie, la tristesse, c'est la même chose, mais par l'euphorie, vraiment, je suis passée par toutes les émotions et c'était juste incroyable. La seule chose que j'aurais un peu à reprocher au livre, c'est que des fois, on a des time-lapse. Non, c'est pas ça le nom. On a des moments où, vous savez, il y a du temps qui passe et des fois, il y a genre 15 ans qui passent. Donc tu loupes 15 ans de la vie des protagonistes. Donc ça m'a un peu frustrée à certains moments parce que j'étais tellement investie dans l'histoire que j'avais envie de savoir tout ce qui se passait dans leur vie, vraiment tout ce qui se passait. Mais c'est hyper touchant, comme je l'ai dit, on va parler de sujets hyper importants comme le handicap, l'esclavage, le harcèlement, la pression de la famille. Vraiment, c'était super beau. Le résumé, je sais pas si ça a été un bon résumé, mais en fait, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler et je pense que c'est vraiment un livre qui doit être découvert de A à Z. Et en plus, je suis trop contente parce que j'ai acheté le livre sur Vinted et je l'ai eu dédicacé. Donc vraiment, je suis trop contente. Mais foncez le lire. Franchement, faites-moi confiance, foncez le lire. C'était juste incroyable. Et je remercie ma copine Sarah qui me l'a conseillé parce que j'ai jamais été aussi heureuse d'écouter une recommandation. Ensuite, j'ai lu N'invite pas la forêt à entrer de Sejeju, j'espère que je le prononce bien. Là, on est sur un roman, du coup, c'est un one-shot d'horreur, un peu Dark Academia, gothique, mystère. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. On va suivre Andrew Perrault, qui est un peu timide, un peu réservé, et qui a toujours retrouvé refuge dans l'inquiétante forêt juste derrière son école. Et ses seuls amis, c'est sa sœur jumelle Dove et Thomas, un garçon un peu sauvage, au sourire piquant comme des épines et aux cheveux roux comme des feuilles mortes. Vraiment, c'est le livre parfait pour l'automne, je vous jure. C'est trop dans l'ambiance. Et en fait, le jour de leur dernière entrée à l'école, tout va changer. Dove et Thomas sont distants et surtout, Thomas va être accusé du meurtre et de la disparition de ses parents. Sauf qu'à côté de ça, il va se passer plein de choses très étranges. Et, et Andrew va vouloir s'occuper de tout ça. Et franchement, j'ai adoré. Le livre a une plume très poétique qui fait qu'on est complètement immergé dans le livre, vraiment. C'était macabre, c'était dérangeant, c'est frustrant, mais j'ai pas réussi à le lâcher. La fin m'a laissé sur le cul, honnêtement. J'ai fixé le mur au moins 5 bonnes minutes après l'avoir fini, parce que c'est une fin ouverte et que du coup, je pense que chaque lecteur peut avoir son interprétation, mais j'ai trouvé que c'était super bien amené. Il y a des choses que j'avais un peu vu venir, d'autres pas du tout. Et franchement, j'ai adoré ce livre, il est parfait pour la saison et je pense pas qu'il plaira à tout le monde parce qu'il a une plume un peu particulière, l'histoire est un peu particulière, mais moi j'ai complètement été happée par ma lecture. Mon seul regret, c'est de l'avoir lu en août, même si j'étais déjà dans le mood automne. Je pense que si je l'avais lu en plein automne, vraiment genre en octobre, ça aurait été encore mieux. Mais franchement, foncez parce que c'est incroyable, vraiment. Et on aborde plein de sujets, la dépression, la sexualité, plein de sujets hyper intéressants et que j'ai trouvé qui ont été amenés avec beaucoup de justesse. Et d'ailleurs, j'ai fait mes ongles en fonction de ce livre. J'avais fait un mood board à ma copine qui fait les ongles. Je sais pas si vous allez bien voir, j'en ai fait un TikTok. Et c'était en fonction de ce livre. Parce que vraiment, quand je vous dis ce livre m'a marqué, je l'ai noté 4 sur 5. J'ai enlevé un point juste pour la fin ouverte. Parce que sur le coup, ça m'a beaucoup frustré. Mais je pense qu'il y a moyen qu'un jour je le renote et que je le note plus. Parce que, en fait, sur le coup, la fin ouverte, ça m'a saoulée. Mais c'était la fin parfaite pour ce livre. Voilà. Ensuite, j'ai lu Darkly de Marisha Pels. Alors celui-ci, j'en ai pas du tout parlé sur TikTok, je ne sais pas pourquoi, il m'est sorti d'esprit alors que j'avais adoré, je l'ai noté 4 étoiles. On est sur un livre fantastique, c'est un one-shot il me semble, un peu thriller avec des mystères et ça m'a beaucoup fait penser à The Inheritance Game et un peu à Caraval mais sans le côté magique en gros. Alors je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas vous faire un résumé sans lire là pour le coup. On va suivre du coup Arcadia qui a été sélectionné par la Fondation Veda.
En gros, la fondation Veda elle a été créée par la regrettée Louisiana Veda, dont les jeux, elle fait des jeux de société, font l'objet d'un véritable culte. Et un jour, du coup, elle va être sélectionnée pour créer l'ultime création, du coup, Arcadia. Elle va pas hésiter une seule seconde et elle va débarquer avec 6 autres jeunes sur une île battue par les vents. Et en fait, ils vont vite se demander pourquoi ils ont été choisis. Et à la base, ils avaient reçu une annonce pour dire que la société cherchait des stagiaires. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte que c'est pas que ça. Et vraiment, entre manipulation, symboles cachés, énigmes labyrinthiques, ça va être un escape game grandeur nature. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris tout ce qui se passe au niveau des jeux parce que c'était un peu difficile de tout s'imaginer. Des fois, on a des schémas, mais je sais pas, j'ai pas réussi à tout bien imaginer, je pense. Mais par contre, au niveau de l'intrigue, j'ai beaucoup aimé. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va avoir 6 joueurs. Et en fait, on va se rendre compte à un moment dans le livre que tout le monde se manipule un peu. Tous ont une histoire différente, mais tous ont une raison d'avoir été sélectionnés. Et je sais pas, j'ai trouvé que ça a été super bien fait. Je vous dis, ça m'a un peu fait penser à The Inheritance Game avec cette histoire de elle doit résoudre des énigmes. Et j'ai beaucoup aimé Arcadia, vraiment, je l'ai trouvée très touchante. Et la fin, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je sais pas si c'est moi qui suis bête, mais je l'avais pas du tout vu venir et j'ai beaucoup aimé. Donc écoutez, je vous le recommande vraiment. En plus, c'est un livre young adulte apparemment. Young adulte, mais j'ai pas tout compris. Mais bref, mais c'était vraiment top. Ensuite, je suis passée sur un thriller. J'ai lu La Mauvaise Fille. Alors lui, je sais plus combien je l'ai noté. 3,5. Alors, honnêtement, un petit peu déçue. En gros, on va suivre une famille dont une des deux jeunes filles a disparu, sauf que quelques années plus tard, la fille ayant disparu va revenir en disant bah salut, c'est moi, je suis pas morte. Et sa sœur, qui était avec elle le jour de sa disparition, va un peu douter à un moment parce que en parlant un peu, elles vont se rendre compte qu'elles n'ont pas vraiment les mêmes souvenirs sur le soir de la disparition. Il y a vraiment des choses qui sont très étranges. Et en fait, ouais, je sais pas, j'étais un peu déçue par la fin. J'ai trouvé qu'il y a certains trucs qui étaient beaucoup trop prévisibles. En fait, moi j'avais imaginé une fin et je me suis dit c'est pas possible, c'est trop simple. Et en fait, si. Donc ça, j'aime pas trop quand je lis un thriller, quand j'arrive à deviner la fin et que j'arrive à tout deviner. J'aime bien un peu quand on me retourne le cerveau. Et en fait, je pensais que l'autrice, elle nous amenait vers un endroit pour un peu nous retourner le cerveau à la fin. Pas du tout. Donc écoutez, un peu déçu. Après, c'était pas mal. Je le recommanderais pour des gens qui commencent les thrillers. Mais si vous en avez vu déjà quelques-uns, je pense que vous allez très vite deviner. Et je sais pas si le plot va vous surprendre. Moi, en tout cas, il m'a pas vraiment surprise. Ensuite, j'ai lu une romance. J'ai lu The Love Code de Susanna Nix. Et ici, on va suivre Mélodie qui est passionnée par l'informatique. Et un jour, elle va passer un entretien pour l'emploi de ses rêves et elle va se rendre compte que le fils de la PDG est un de ses anciens plans cul. Voilà, tout simplement. Sauf qu'ils vont décider de rester amis. Et écoutez, ils vont commencer à devenir amis. C'est vraiment une amitié improbable parce qu'ils n'ont rien à voir entre eux. Et au final, forcément, il y a des choses qui vont se développer, des sentiments qui vont arriver entre eux. Et honnêtement, euh, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était hyper addictif et je l'ai noté 4 sur 5. Je m'attendais pas à autant aimer en fait. Je saurais même pas dire pourquoi j'ai autant aimé, mais j'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants. L'histoire est assez rapide, hein. En vrai, ouais, il fait 340 pages, donc c'est assez rapide à lire. Mais je sais pas, j'ai été à fond dedans. Pourtant, j'aime pas forcément la Trop Friends to Lover à la base. Mais là, j'ai adoré la dynamique des personnages, leur histoire. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Jérémy, le protagoniste, en fait, il est pas parfait, mais il fait de son mieux. Et je sais pas, je les ai trouvés trop choupinous. Et apparemment, c'est un premier tome, mais je pense que la suite, on va pas suivre les mêmes personnages parce que leur arc narratif est terminé. Mais écoutez, bah, j'ai hâte de voir parce que vraiment, c'est une petite romance que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, j'ai lu le deuxième meilleur livre du mois qui a été du coup La Maison de Fléau et de Sang que j'ai noté 4,75. Ça a frôlé le coup de cœur, j'ai adoré. On est encore une fois sur un univers de fantasy. Normalement, c'est une duologie à l'univers un peu de inspiration Peaky Blinders, steampunk, j'ai beaucoup aimé. Et on est sur un mariage arrangé. Donc c'est vraiment ma trope préférée, j'ai adoré. En gros, on va suivre Nikolai Atano, qui est à la tête des plus grandes aciéries du Lynshaven, mais qui dans l'ombre dirige la ruelle, le quartier magique de la ville, et de son côté Camilla Marchez, elle est l'héritière endettée du chemin de fer de Lynshaven et rivale ancestrale de Atano, sauf qu'elle va être contrainte d'épouser Nikolai pour rembourser les dettes de sa famille.
et il va y avoir une petite alliance qui vont se former entre eux parce qu'ils vont forcément avoir besoin l'un de l'autre. Et j'ai adoré, vraiment j'ai déjà adoré leur alchimie, ça a direct fonctionné avec moi. On n'est pas forcément sur du slow burn, mais ça m'a pas dérangé. J'ai adoré l'univers qui était franchement hyper complet, peut-être un peu complexe parfois, mais un peu ambiance année folle, Peaky Blinders qui est une de mes séries préférées, donc franchement ça a trop bien fonctionné pour moi. Et même les personnages, genre indépendamment l'un de l'autre, ils sont hyper intéressants, genre vraiment ils ont leur personnalité et je les ai trouvés super intéressants. Et la fin, voilà, j'ai besoin de la suite tout de suite. Franchement j'ai complètement été prise dans le récit. Et je vous le recommande. C'était super cool et en plus l'objet livre est fou. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai adoré les personnages. Je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà. Mais sachez que ces deux-là m'ont fait hurler. J'ai adoré ma lecture. J'ai vraiment cru que ça allait être un coup de cœur, mais il y a des petits trucs qui ont fait que finalement, non. Peut-être que j'aurais voulu, je sais pas, un peu plus de développement sur la romance. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon premier tome et j'ai vraiment très hâte de la suite. Ça se dit pas très hâte. Ensuite, j'ai lu For the Wolf. Alors ça, j'en ai fait un vlog lecture, donc vous avez peut-être déjà vu mon avis. On est sur une réécriture un petit peu du Petit Chaperon Rouge. En gros, on va suivre Red, qui, en tant que seconde fille, est destinée à être sacrifiée au bois, au loup, pour tenter de ramener les 5 rois qui ont disparu. Bref, sauf que elle a acquéri un pouvoir quelques années auparavant. Et ça l'arrange bien dans les bois parce qu'elle veut protéger sa sœur jumelle qui du coup est la première fille et qui va accéder au trône. Et elle va vite se rendre compte que les légendes ont menti, son don n'est pas une malédiction mais un don, et le loup n'est qu'un simple homme. Et en fait, au niveau de l'intrigue, en fait, ils vont juste devoir apprendre à s'en servir parce que la forêt, elle exige quelque chose de plus. Et en fait, Red va vite se rendre compte que c'est son rôle avec le loup de gérer tout ça. Et franchement, j'ai bien aimé. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du livre. Vraiment, c'était propice, c'est propice à la saison. Mais certains points m'ont dérangé. J'aurais voulu parfois un peu plus de développement sur certaines choses et un peu plus d'explications. Si vous avez vu mon vlog lecture, vous savez de quoi je parle, mais il y a un moment vraiment j'ai été paumée au niveau de la chronologie. Je ne comprenais rien. En fait, moi j'aime bien quand j'ai un livre que tout soit bien expliqué et que je comprenne vite. Et là, il y avait des zones un peu floues. Donc voilà, et surtout j'ai trouvé que ça manquait un peu d'action à certains moments. Ouais, il y a un moment où vraiment il se passe toujours les mêmes choses et ça devient un petit peu redondant. Et du coup, le second tome, on va voir le point de vue de sa sœur, parce que elle, son arc narratif à Red, il est terminé en soi, mais on voit qu'il se passe encore certaines choses, et du coup, on va suivre sa sœur dans le second tome, et je lirai le second tome, je pense. Ensuite, j'ai lu Une plume si noire, et écoutez-moi, j'ai adoré. Alors du coup, je ne l'ai pas dit, mais j'ai noté 375 For the Wolf, et lui, j'ai noté 4. Franchement, j'ai trop aimé. En gros, on va suivre Fia, qui est une changelin, et qui, dans un monde où la magie a disparu, a été échangée à la naissance contre une princesse humaine. Et en fait, la reine, au lieu de la rejeter, l'a élevée comme sa propre fille. Sauf qu'un jour, elle va lui demander d'aller retrouver sa véritable fille. Et on va on va comprendre que sa fille a une malédiction. La journée, elle se transforme en cygne avec 11 autres filles. C'est une réécriture du lac des cygnes. Et la nuit, elle se retransforme en humaine et elle va devoir aller rechercher du coup la véritable princesse avec le promis de la princesse qui est son ex à elle. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai complètement été prise dans l'histoire. J'ai adoré la romance. En fait, il y a un triangle amoureux, pareil, je vous l'ai dit dans mon vlog lecture, et j'ai trouvé qu'il était super bien exécuté, vraiment. Le fait que on préfère pas un des deux hommes au détriment de l'autre. Vous savez, c'est pas genre en mode l'autrice va faire exprès qu'un des deux mecs soit exécrable pour qu'on préfère l'autre. Pas du tout. Les deux ont des qualités, les deux ont des défauts, mais il y a une alchimie. Moi, j'ai préféré une alchimie avec un des deux personnages. Là, je crois qu'on est sur une trilogie du coup, et j'étais pas sûre que je lirais la suite au début, et pourtant, je vous assure que je vais le faire. En fait, j'ai un peu le réflexe quand je vois que c'est un livre avec des failles de me dire oh non, ça va être un peu prévisible. Au final, je vous jure que j'ai été complètement happée par ma lecture et j'ai pas du tout trouvé que c'était prévisible. Alors oui, on est sur une romantasy classique qui suit des schémas classiques, mais j'ai quand même été pas mal surprise sur certains points. Et vraiment, Une plume si noire, il y a un moment où le titre prend tout son sens et j'adore quand le titre prend tout son sens. Donc je vous le recommande vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai lu une réécriture de mythologie grecque, donc j'ai lu Atalante, j'essaie d'en lire une par mois, et là c'est la sortie du mois, du coup de Jennifer Saint, et je l'ai noté 4 sur 5. Alors pour faire un résumé, ça va être compliqué parce que c'est le mythe d'Atalante en gros. Elle a été abandonnée à la naissance car elle n'est pas un homme. Donc elle va être laissée pour morte, elle va être recueillie et élevée par une ours au sein de sa portée. Et ensuite elle va grandir sous l'œil protecteur de la déesse Artémis. Et un jour Artémis va l'envoyer faire partie des Argonautes du coup avec Jason pour aller chercher la toison d'or.
Et dans l'ensemble, j'ai bien aimé, je l'ai noté 4 étoiles. Après, c'est très rare que je n'aime pas un récit de mythologie grecque. C'est juste que j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu long et que Atalante devenait un peu le personnage secondaire de sa propre histoire. Parce que comme je vous ai dit, elle fait partie des Argonautes. Et ouais, je sais pas, je trouvais que ça me saoulait au bout d'un moment les Argonautes, la Toison d'Or, tout ça c'était plus intéressant. Je voulais juste voir Atalante. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que le mythe d'Atalante est relié à deux. Comment ça s'appelle? Pas de culture, de. Elle est reliée à deux mythes. Un béotien, il me semble, et l'autre, je sais plus le nom. Mais en fait, l'autrice a réussi à mixer les deux mythes et que ça soit cohérent. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je peux pas trop en dire parce que j'ai peur de spoiler, mais franchement, ça a été super bien réalisé. J'ai beaucoup aimé. Juste, ouais. Peut-être au niveau de l'action et du rythme, j'ai trouvé que pourtant le livre est très court, mais que des fois ça manquait un peu d'action. Et ouais, cette histoire d'Argonaute qui m'a un petit peu saoulée, genre c'est bon, on a marre de voir les hommes, montrez-nous Atalante. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça va être lié à plein d'autres mythes, notamment Perséphone, Artémis, Médée, forcément, parce qu'on va voir Jason. Donc ouais, j'ai trouvé que c'est plutôt intéressant et je vous le recommande, mais dans l'ensemble, je vous recommande tous les livres de Jennifer Saint si vous aimez la mythologie grecque. Ensuite, j'ai lu The Wind Waver de Julie Johnson. Alors, on est sur une saga, encore une fois, une trilogie de romantaisie. Et ici, on va suivre Ria, qui est une halfling, donc c'est-à-dire qu'elle est mi-humaine, mi-faée, et un jour, elle est sur le point de mourir, mais elle va être sauvée par un homme mystérieux qui est son ennemi, mais qui va finir par devenir plus que ça. Elle va se rendre compte qu'elle est très puissante, qu'elle maîtrise une magie que personne ne peut maîtriser pour sauver le monde. Bref, vous voyez le schéma. C'est une romantaisie très très prévisible, et en fait au début, je vais pas mentir, j'aimais beaucoup ma lecture, et il y a un moment dans le livre où on est passé sur le trop prévisible, et ça m'a saoulée, parce que j'avais deviné toute la fin. Donc c'était même plus un plaisir de le lire parce que j'avais vraiment l'impression de lire une histoire que je connaissais déjà. Je l'ai noté 3 sur 5. Après, malgré tout, je pense que je lirai quand même la suite parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais ne vous basez pas sur la couverture. La couverture n'a rien à voir avec le livre. Mais, euh, mais ouais, très prévisible. Je pense que si on commence la romantaisie ou la fantaisie, ça peut être très sympathique. Après, ça casse pas trois pattes à un canard. Et quand le style de prédilection de la personne, c'est la fantaisie, comme moi, voilà, c'est plus rien d'original. Ensuite, j'ai lu La bibliothèque de la reine sorcière. On est sur une cosy romantaisie. Et du coup, pour l'instant, il y a 2 tomes, mais je pense qu'il y en aura un troisième. Mais je pense qu'il a juste pas encore été écrit. Mais on va suivre du coup la reine Saskia, qui a réussi à conquérir le trône à la place de son oncle maléfique, et qui a une mission, protéger son peuple de l'empire voisin. Et elle doit créer de nouveaux sortilèges, et donc elle a besoin d'un sorcier. Et un jour, un mystérieux sorcier va arriver au château et Saskia va l'engager. Pour le résumé, je vais m'arrêter là parce que honnêtement, le résumé donné, ne le lisez pas, il spoil tout le livre. Vraiment, j'ai été un peu déçue par ça. C'est le fait que il n'y a plus aucune surprise. Une fois que tu as lu le résumé, tu sais tout ce qui se passe, notamment le dernier paragraphe. Je vous conseille de ne pas le lire parce que ce qui est décrit dans le dernier paragraphe, ça arrive sur les dernières pages. Donc du coup, ça n'a aucun intérêt de le lire. Mais du coup, on va avoir du coup ce mystérieux sorcier, Fabian, qui est un peu gentil, un peu ringard, vraiment tout le contraire de Saskia, qui elle est une reine sanguinaire qui ne se laisse pas faire. Et lui, c'est tout le contraire, c'est un mec qui aime bien écrire des lettres d'amour, qui est tout doux. Et en fait, j'ai adoré leur dynamique, je trouvais qu'elle a super bien fonctionné. C'est totalement les opposés, et je trouve que c'est pour ça que ça a aussi bien fonctionné. Alors, la seule chose que j'avais reproché au livre au début, c'est que la romance, elle sort un peu de nulle part. On comprend pas trop pourquoi ils commencent à s'attacher l'un à l'autre. Mais une fois que c'est là, je trouvais que ça fonctionnait super bien. On a la trope fin de famille, j'ai adoré. C'est un petit livre cosy, parfait, je trouve, avec des sorcières en plus. Mais vraiment parfait pour la saison. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup aimé, je l'ai noté 4 sur 5. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Et en fait, dans le livre, on va suivre du coup 3 reines, dont Saskia, et 2 autres reines qui vont, n'empêche, beaucoup être dans l'histoire et qui vont avoir leur importance. Et le second tome, c'est sur une des reines, mais comme il y a une troisième reine, c'est pour ça que je pense qu'il y aura un troisième tome, et franchement, j'espère bien. Et du coup, ma dernière lecture du mois, ça a été Un sort gravé dans les os de Daniel N. Jensen. Donc c'est la suite de Un destin ancré dans le sang. C'est la suite et fin, c'est une duologie, et c'est très bien comme ça. On est sur une fantaisie à l'inspiration mythologie nordique. Et au niveau du résumé, je saurais même pas vous en faire un, pour être totalement honnête. Je vais prendre le premier tome, attendez. Voilà, le premier tome est comme ça. Franchement, les 2 livres sont magnifiques. En gros, on va suivre Freya qui ne rêve que de devenir une guerrière, et tout change le jour où son mari va la trahir et la livre à un jarl. Voilà. Elle va devoir être forcée de révéler son plus grand secret. En fait, une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une wow. Skaldmo, une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Mais il y a une prophétie ancienne qui avait annoncé que une Skaldmo unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée.
Donc du coup, afin de devenir roi, le Jarl force Freyja à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leur ennemi. Voilà. Je l'ai noté combien? 4,25. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome. Je l'ai préféré au premier. Pour être totalement honnête, j'ai commencé le second tome en ne me souvenant de pratiquement plus rien du premier tome parce que je l'avais lu il y a un an. Et au final, ça revient assez facilement. Je trouve que les infos nous sont données au compte-gouttes et tout, mais on reprend assez vite le fil de l'intrigue. Et j'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup plus d'action, il y avait beaucoup plus de tension, il y avait beaucoup plus de tout. En fait, alors à partir de là, je préviens, je spoil et je vous mettrai à l'écran euh, quand j'arrête de spoiler, quand j'arrête de spoiler le premier tome. À partir de maintenant, vous êtes prêts? Voilà, à la fin du premier tome, Bjorn trahit Freya, et du coup, ce qui fait que dans ce second tome, ils sont à nouveau ennemis. Et en fait, sur le premier tome, j'avais trouvé que leur côté ennemi durait pas longtemps, mais là, ça dure un peu plus longtemps et ça a été mieux fait. Voilà, fin du spoil pour le premier tome. Je préfère le dire parce que si vous n'avez pas lu le premier tome, vous allez être spoilé du coup. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux fait, plus d'action, plus de tension, plus de tout en fait. J'ai beaucoup aimé la tournure de l'histoire, même la fin, je l'ai trouvé très adaptée pour les personnages. J'ai bien aimé ma lecture et écoutez, je vous recommande cette petite duologie. Si vous voulez lire des livres à l'inspiration mythologie nordique, franchement c'est top. Il ne faut pas forcément en savoir plein sur la mythologie nordique. Moi, j'y connais pratiquement rien et pourtant, j'ai réussi à pratiquement tout comprendre. Mais ouais, c'est une duologie qui est super intéressante. Donc voilà pour mon bilan. J'ai lu du coup 3, 6, 9, 12, 15, 16 livres. 15 parce qu'on considère que l'ours et la renarde, c'est un intégral. Mais je suis plutôt contente de ce bilan. Écoutez, j'ai eu de super bonnes lectures et j'ai pas eu trop de déceptions. Donc ça c'est cool. Et j'espère faire aussi bien le mois prochain. Écoutez, n'hésitez pas à me dire vous, vos meilleures lectures du mois, vos pires lectures. Au moins, je sais où piocher pour mes prochaines lectures. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!